Bonsoir et bienvenue, nous voilà de retour et nous sommes ravis de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Entrez, prenez place, vous êtes attendus par nos clubistes, ils sont journalistes, essayistes, dessinateurs et ils vont décrypter dans un instant l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, après la découverte du corps de la petite Liana, le parcours judiciaire du suspect fait polémique. Il était visé par une plainte pour viol depuis l'été dernier et n'avait toujours pas été entendu, une affaire qui indigne jusqu'au sommet de l'État. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. C'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. D'autres plaintes plus anciennes avaient été classées. Alors comment expliquer de telles défaillances? Pourquoi l'institution judiciaire est-elle aussi lente et aussi opaque? On en débattra. Puis nous suivrons notre invité de la semaine jusqu'à Beyrouth, cette ville trop souvent meurtrie, où l'écrivaine franco-libanaise Manal Salameh situe l'intrigue de son roman, une errance à travers le Liban qui raconte l'exil, l'absence, la quête identitaire et forcément la guerre. Et en fin d'émission, nous retrouverons le toujours gourmand David Cassé-Lopez. Salut David. Salut Renaud. De quoi vous nous parlez ça? De cannelé. Ah, j'en étais sûr. Voilà donc le menu de 28 minutes. À tout à l'heure David, c'est parti. Bonsoir Marjorie Delson. Bonsoir Renaud. Toujours très heureux de vous retrouver. Mais moi aussi. C'est vrai? Ouais. Ça me fait plaisir. Bienvenue Marjorie et Frédéric Saïs, bien sûr. Vous êtes heureux pour moi Salut aussi? Fred Oui. Ah oui. Plus que moins. ça. Okay. Euphorique. Je bouillonne intérieurement. Bienvenue à vous les amis. Et voici nos invités de ce soir, nos clubistes. Bonsoir Blanche Leridon. Bonsoir. Ravi de vous accueillir bien sûr. Vous êtes directrice des études France de l'Institut Montaigne et spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Bienvenue à vous et bienvenue à vous aussi Catherine, bien sûr Catherine Tricot. Bonjour. Bonsoir Catherine, directrice de la revue Regard, dont la une du dernier numéro apparaît à l'écran. Et Jean Quatremer en personne. Salut Jean. J'espère que vous bouillonnez. Intérieurement, mais très intérieurement. Bienvenue à vous Jean, je rappelle que vous êtes journaliste, oui, et spécialiste des questions européennes. Et au pupitre, c'est notre ami Pascal Gros. Salut Pascal. Bonjour. Ça va Pascal? Ça va très bien. Bienvenue Pascal, dessinateur bien sûr. Vous dessinez notamment pour l'Humanité. Bienvenue à tous les amis. On va commencer tout de suite avec la première actualité de la semaine. Frédéric, c'est un ancien cancre qui s'applique pour essayer de redevenir un bon élève de la classe européenne. Oui, la Hongrie va-t-elle changer du tout au tout? Le tombeur de Viktor Orban était en tournée européenne ces derniers jours. Peter Magyar, nouveau Premier ministre hongrois, tente de rassurer Bruxelles, Berlin et Paris. Il veut obtenir le déblocage des fonds européens gelés jusqu'à présent. La Commission européenne d'ailleurs a donné son accord pour débloquer progressivement 16 milliards d'euros à mesure que la Hongrie entreprendra des réformes, notamment contre la corruption et pour l'état de droit. Blanche Leridon, Emmanuel Macron parle carrément d'une nouvelle ère entre la Hongrie et l'Europe. Est-ce qu'il ne va pas un peu vite en besogne quand on sait que Peter Magyar a passé l'essentiel de sa vie politique dans le parti de Viktor Orban? Alors en tout cas, c'est l'espoir immense qu'a suscité l'élection de Peter Magyar quand il a battu Viktor Orban, qui était au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans avec de la corruption, une mainmise sur l'état de droit. Et donc il y a évidemment une promesse qui est portée par Magyar. Mais oui, il faut être extrêmement prudent parce qu'on sait que l'état de droit, il faut énormément de temps pour le rétablir. Il en faut beaucoup plus que pour le démanteler, comme s'y est attaché méticuleusement Orban depuis 2011, où je le rappelle, il avait changé de constitution. Et donc ça, c'est vraiment le défi à la fois de Magyar, mais aussi des Européens. Il y a un élément très intéressant pour la comparaison. En 2023, lorsque le parti, la plateforme civique de Donald Tusk bat le parti Droit et Justice, qui était au pouvoir lui-même depuis 8 ans et qui avait aussi attaqué l'état de droit, la Commission européenne, très rapidement, dès le mois de février 2024, décide de débloquer 137 milliards d'euros pour Varsovie, sous la simple, disons, garantie donnée par Tusk qu'il allait rétablir l'état de droit. Et comment est-ce que ça a été lu à l'époque? Ça a été lu comme une espèce de connivence, de copinage, parce que Tusk était du PPE, comme Ursula von der Leyen, elle lui accordait ce crédit-là sans aucune garantie et surtout sans aucune avancée réelle. Donc le risque là, il est immense, c'est de dire finalement, c'est plutôt à la tête du client qu'on fonctionne au niveau de la Commission européenne, et parce que Magyar fait des promesses qui n'engagent a priori que lui, on le débloque. Et donc il faut aussi bien veiller à conditionner ces aides à la réalisation de retours durables
sur l'état de droit. Alors, il y a eu des engagements, rejoindre le parquet européen, des mesures anticorruption, une nouvelle constitution, un mandat du Premier ministre qui ne dépassera pas 8 ans. Tout ça est ici engagé. Maintenant, il faut être très vigilant sur le fait que ce soit effectivement mis en place. Jean Quatremer, justement, les leçons du précédent polonais, où effectivement ça va amener à davantage de prudence dans le blanc-seing accordé au nouveau pouvoir hongrie. Mais surtout que la réalité politique est un peu différente. En Hongrie, il a la supermajorité, Magyar a la supermajorité des 2/3, ce qui n'était pas le cas en Pologne. Et en plus, en Pologne, le président de la République polonaise a des pouvoirs extrêmement importants que n'a pas le président de la République hongroise. Donc je pense que les engagements de Magyar, effectivement, sont plus forts. Alors sur l'affaire de la connivence, en revanche, je pense que vous avez 1000 fois raison. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention de ne pas débloquer à la tête du client. Parce qu'on peut avoir des gens du PPE, qui est c'est le regroupement des partis conservateurs européens, si vous voulez. De droite, voilà. Et donc, en gros, on te fait confiance, alors qu'on a vu que des premiers ministres du PPE, de la droite européenne, se comportaient extrêmement mal avec l'état de droit. Ça s'est vu notamment en Slovénie, par exemple. Donc, soyons prudents, et je crois que la leçon polonaise, elle va être apprise. Ouais. Il y a une question aussi, c'est est-ce que la relation vis-à-vis de l'Ukraine va changer du tout au tout. Vous savez que Viktor Orban reprenait largement le récit russe et que donc les relations entre les deux pays avec l'Ukraine étaient extrêmement accrochées. Son successeur, Péter Magyar, reste prudent sur le dossier ukrainien. Il sait que c'est assez impopulaire dans son pays auprès de ses électeurs. Il conditionne une amélioration de la relation avec l'Ukraine aux droits des minorités hongroises en Ukraine. En 3 semaines, nous avons réussi à obtenir ce que le gouvernement Orban n'a pas pu accomplir en de longues années. Nous avons réalisé une percée avec nos partenaires de négociation ukrainiens concernant les droits linguistiques, éducatifs et culturels de nos compatriotes hongrois de Transcarpathie. Si cela est fait, le gouvernement hongrois consentira à ce que l'Union européenne ouvre le premier groupe de chapitres de négociation dans le cadre du processus d'adhésion. Et là aussi, Catherine Tricot, il faut se garder de tout côté binaire. Ce n'est pas parce que Viktor Orban était presque anti-ukrainien assumé que son successeur sera forcément pro-ukrainien, loin s'en faut. C'est clair, et d'ailleurs il annonce dans la foulée de cette déclaration que ça sera soumis à référendum dans son pays. Donc l'adhésion éventuelle de l'Ukraine. Exactement. Donc en fait, il y a bien quand même la question de comment les Hongrois vont percevoir pas simplement la question ukrainienne, mais aussi la question géopolitique de manière plus large. Notamment les pays devront la valider, le cas échéant. Oui, bien sûr, mais par voie parlementaire ou par voie référendaire. Il rassure. Ce que je veux dire, c'est qu'en le disant dans la foulée, il rassure les habitants de son pays, il rassure les Hongrois en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous serez consultés ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quand même bien en dessous cette affaire, toute la question, certes, des 100 000 habitants hongrois en Ukraine, mais il y a la question de la géopolitique et donc de l'insertion de l'Ukraine dans son territoire, c'est-à-dire aussi la relation avec la Russie. Et autre chose qui ne change pas, Blanche Le Ridon, c'est la dépendance énergétique. 85% du gaz et 60% du pétrole vient de Russie. Bien sûr, alors il a mentionné dans une interview assez intéressante donnée au journal Le Monde hier son désir de diversifier son approvisionnement énergétique et notamment d'avoir recours au nucléaire avec un projet qui est soutenu notamment par la France. Donc oui, il y a cet enjeu-là aussi. Je le rappelle, dans un pays qui, je crois, ces dernières années a connu des taux d'inflation absolument records de près de 50%, donc une attente aussi très très forte de la part des ménages hongrois. Et peut-être une dernière chose sur attention à la lecture un peu binaire. Magyar n'est pas l'antithèse absolue de Orban, il n'est pas non plus le clone de Macron. Dans l'interview au Monde, il dit « Je suis à la tête d'un grand gouvernement centriste », il refuse de se situer un petit peu idéologiquement. Ça reste quand même un conservateur, il était membre du Fidesz, il en a été d'ailleurs très proche, le parti d'Orban. Vous êtes à 2 doigts de regretter Viktor Orban. Pas du tout, mais sur l'immigration, sur les questions sociétales, il est quand même très très proche. Là où il se distingue, c'est vraiment sur ce rétablissement de l'état de droit et sur l'Ukraine. Un dessin de Pascal Gros. Oui, quelques explications. Donc, avec la France, la Hongrie obtiendra de l'argent européen qui servira à acheter du pétrole russe pour aider l'Ukraine. Et je trouvais le Moyen-Orient compliqué. Merci Pascal. Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Sur fond de violences urbaines, c'est un affrontement de plus. Celui-ci entre le ministre de l'Intérieur et puis celui qui apparaît comme le favori, s'il est candidat, de l'élection présidentielle. Oui, Renaud, à ma gauche, Jordan Bardella, 30 ans, président du Rassemblement national, futur candidat effectivement à la présidentielle si Marine Le Pen devait être condamnée en justice. À ma droite, Laurent Nunez, 64 ans, le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur. Alors le sacre du PSG en Ligue des Champions le week-end dernier s'est invité, vous l'avez vu, dans le débat politique. À l'issue du match, dans les rues de Paris, on s'en souvient, il y a eu à la fois des scènes de joie, des scènes de communion, mais aussi très vite
des violences, de la casse de mobilier urbain, des pillages, des groupes de jeunes hommes, souvent le visage masqué, qui ont affronté la police à coups de projectiles ou de feux d'artifice. 890 interpellations dans toute la France, à tel point que la presse étrangère s'en est ému. Voyez plutôt ce titre du journal britannique de Telegraph. Pourquoi les Français déclenchent des émeutes quand leur équipe de football gagne? On sent derrière cette question une certaine perplexité. Alors à cette question, Jordan Bardella a une réponse. C'est la faute du gouvernement. La loi, l'ordre et l'autorité de l'État ont été une nouvelle fois bafoués. Pendant des heures, les rues ont été occupées. Des policiers pris à partie et blessés. Du mobilier public dégradé. Des bandes de délinquants ont pu imposer leur terreur face à un État impuissant et souvent spectateur. Mais sans instruction claire venue d'en haut, sans courage politique des dirigeants, nos policiers seuls n'ont pu faire face. Voilà, une mise en cause directe du ministre de l'Intérieur qui avait pourtant mobilisé 22 000 policiers et gendarmes, dont 8 000 à Paris. Laurent Nunez qui réfute évidemment tout laxisme. On avait un gros dispositif, il est exceptionnel en volume de fonctionnaires et de militaires de la gendarmerie mobilisés. Et puis il y avait des consignes d'extrême fermeté d'intervention. Par contre, c'est une mission qui est complexe, qui est compliquée. Ce sont des groupes qui sont très mobiles, qui sont hostiles, qui se répartissent dans plusieurs rues. Alors le paradoxe de cette affaire, c'est que le ministre de l'Intérieur est accusé de laxisme sur sa droite, mais au contraire d'un excès de fermeté sur sa gauche. La France insoumise accuse la répression policière, je cite, d'être à l'origine des débordements qu'elle prétendait empêcher. Alors évidemment, l'approche de la campagne présidentielle n'aide pas franchement à la subtilité dans cette controverse. Jordan Bardella a fait le lien entre ces violences et l'immigration, ce qui a scandalisé la gauche. Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose, lui, que les prestations sociales des casseurs et de leurs familles soient en partie confisquées pour rembourser les dégâts. Jean Quatremer, ça touche malgré tout à la liberté d'un pays de ne pas pouvoir fêter collectivement un moment de joie sans crainte de violence. Mais une vraie question qui se pose, c'est pourquoi ces manifestations de violence ont lieu, notamment en France. Un peu en Belgique, beaucoup moins qu'en France, mais surtout en France. Pourquoi on ne voit pas ça en Allemagne? On en a vu récemment. Il y a eu 150 interpellations à Dortmund au mois de mars. Oui, voilà, ça arrive, mais à côté, nous, c'est systématique dès qu'il y a un match de foot, sauf à Lens. On voit qu'à Lens, par exemple, ils ont fêté dans les rues la victoire de leur équipe et il n'y a pas eu de violence urbaine. Alors pourquoi ça se concentre notamment en région parisienne? C'est une vraie question sociologique et qui nous intéresse. Deuxième chose, vous savez, quand Laurent Nunez dit on avait 22 000 policiers, oui, mais ça pose quand même la question de la doctrine de maintien de l'ordre. Je suis désolé, c'est que quand vous avez 22 000 policiers et que néanmoins on assiste à des scènes de casse, de pillage, que des gens ont peur, se font agresser dans leur voiture, je veux dire, quand on voit même un député de la République qui saute à pieds joints sur une voiture, c'est un truc de dingue. Ça pose une question, comment est-il possible que des policiers laissent faire cela? Moi, ça m'interpelle. Le dernier point que vous avez évoqué, c'est celle de la confiscation, enfin en tous les cas de rendre saisissables les prestations sociales. Ça pose une question. C'est vrai que les prestations sociales, ça fait partie de la solidarité nationale et donc c'est une sorte de contrat qu'on passe entre la personne qui perçoit les prestations sociales et là, c'est punir toute la famille, pas simplement l'individu qui a commis... Je parle des majeurs, là je parle uniquement des majeurs. Oui. Non, parce que par exemple, c'est les APL, c'est destiné à des majeurs, je suis désolé. Je ne parle pas des allocations familiales, là, je parle des majeurs. Et donc, ça pose la question, effectivement, est-ce que les gens qui bénéficient de la solidarité nationale ne doivent pas respecter la loi et l'ordre? Question, mais en même temps, c'est très curieux, c'est que là, avec cette proposition, on vise une partie de la population. Parce que parmi les gens, on voit très bien qui est visé, parmi les gens qui ont cassé, il y avait aussi des fils de bonnes familles, comme les Black Blocs, etc. On sait très bien que c'est des milieux bourgeois. On l'a vu parmi ceux qui ont été condamnés en comparution immédiate. Voilà, exactement. Donc et là, on ne les vise pas, évidemment, quand on veut confisquer les allocations sociales. Catherine Trécot, au final, est-ce que ces violences, on aurait pu peut-être mieux les anticiper? Déjà, ce qui est frappant, c'est qu'en France, en tout cas à Paris, il n'y avait pas d'espace prévu pour pouvoir faire la fête. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question, en fait, on se défie des fêtes populaires. Elles ne sont pas prévues, pas organisé, pas de fan zone, alors qu'il y en a eu dans un certain nombre de villes. Par exemple, je sais qu'à La Courneuve, il y en a eu une, il y en a une à Sevran, et que ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une question d'espace et de fait. On se souvient d'ailleurs que le maire de Paris l'avait souhaité, c'est la préfecture, l'État qui avait considéré que c'était pas possible. On se défie de la fête populaire et que du coup, ça se passe pas bien. À cause du football. Oui, mais pourquoi ça se passe bien à certains endroits, à Lens, à La Courneuve ou à Sevran? Et je fais ça pour agacer notre animateur préféré. On va avancer les amis, avec un dessin de Pascal Gros.
Oui, le bilan donc, des violences de la finale, il y a eu 890 interpellations et une quarantaine de comparutions immédiates. Vous êtes un peu nos tirs au but. Merci Pascal. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était hier à la une d'O País, un quotidien du Mozambique. Plus de 500 Mozambicains sont déjà rentrés au pays après avoir fui la xénophobie en Afrique du Sud. De véritables chasses à l'homme ont lieu en Afrique du Sud depuis plusieurs semaines. Elles ciblent des migrants venus du Mozambique, mais aussi du Malawi, du Ghana ou du Nigeria et qui ont déjà fait au moins 2 morts. Des centaines d'étrangers qui sont devenus les boucs émissaires du chômage de masse et de la criminalité grandissante. Alors cette xénophobie, est-ce que c'est un fléau endémique pour ce pays souvent en proie à la violence, Blanche Le Ridon, ou est-ce que c'est un problème, un fléau qui tient davantage à la situation économique, en l'occurrence à la crise dans laquelle sombre le pays? Alors c'est un fléau qui malheureusement n'est pas nouveau, ça fait depuis les années 2010 que vous avez ce type de déferlante xénophobe à l'égard des migrants, avec une surestimation aussi du nombre de migrants dans le pays, alors qu'ils sont, je crois, 3% d'une population qui compte 63 millions d'habitants, ce qui les met à peu près dans les étiages de moyenne mondiale. Évidemment que tout ça est lié à la recherche d'un bouc émissaire sur une situation économique et sociale qui est gravissime. Le taux de chômage, c'est 30% dans le pays, 46% pour les jeunes. Vous avez, je crois, un des taux de pauvreté parmi les plus élevés du monde, des inégalités qui sont, elles aussi, parmi les plus élevées du monde. Et donc, cette frustration-là, elle nourrit cette recherche du bouc émissaire. Et donc, il y a ce repli, cette espèce de focalisation sur l'étranger. Et c'est vrai que ça vient totalement ternir l'image de la nation arc-en-ciel qui, dans sa constitution de 96, garantissait le droit de tous les étrangers et de tous les réfugiés. Catherine Tricot. Oui, je pense que sortir d'un régime qui a été quand même, on le sait, un régime d'apartheid dans lequel le racisme est donc, en effet, ce qui est le socle de la recherche de bouc émissaire contre l'étranger, ça a été le socle de la structuration de l'Afrique du Sud pendant un siècle et qu'ils ont du mal à se sortir économiquement et ils ont une solution historiquement. En l'occurrence, là, c'est les conséquences de l'apartheid, vous pensez, dans ces... Moi, je pense que c'est les conséquences de l'histoire longue. Alors que Nelson Mandela, lui, justement, avait réussi avec la commission de réconciliation. Non, mais Nelson Mandela l'a voulu et je pense qu'il y a des gens qui le veulent en Afrique du Sud, mais en même temps, c'est pas parce que vous le voulez que vous réussissez en 30 ans à se sortir de cet ancrage. J'y crois pas. Est-ce que le pouvoir en Afrique du Sud n'a pas aussi considérablement changé depuis les années Nelson Mandela aussi? Tout à fait d'accord, et surtout quand on regarde les scènes de racisme en Tunisie, où on laisse mourir, ou en Libye, on laisse mourir des Noirs africains dans le désert. Je veux dire, le racisme, c'est consubstantiel à l'homme. C'est ça que c'est pour moi. C'est un fléau. Et là, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est pas consubstantiel. Non, c'est une construction historique. Non, pardon. Non, je suis pas d'accord. Je vous propose la motion de synthèse de Pascal Gros. Oui. Allez, un dessin de Pascal. Oui, pour les migrants, la question se pose, où devenir un bouc émissaire en 2026 ? Très bonne motion de synthèse. Merci Pascal. Frédéric, on va passer à l'autre dossier de la semaine. Cet autre dossier, c'est l'affaire Liana et la justice qui est sommée de rendre des comptes à propos du suspect du meurtre qui était déjà visé par une plainte pour viol. Oui, Gérald Darmanin convoque les procureurs généraux en urgence ce lundi matin. Le garde des Sceaux fustige des dysfonctionnements accablants dans les services de l'État. Le suspect numéro 1, qui est un homme de 41 ans, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes, dont l'une pour viol sur mineur en 2025, et il n'avait pourtant jamais été auditionné. Emmanuel Macron lui-même exige maintenant des enquêtes administratives rapides pour établir les responsabilités. Catherine Tricot, c'est loin, malheureusement, d'être la première fois que des affaires de violences sexuelles semblent totalement délaissées ou en tout cas soumises à des délais incompréhensibles de la part de la justice. On sait que 72% des viols sur enfants sont classés sans suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'exceptionnel. En fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du systémique. Ça, c'est la première chose concernant la question des violences à l'égard des enfants. Et deuxième question qui est systémique, c'est les difficultés que la justice a de rendre la justice. Aujourd'hui, en France, on a 3 procureurs pour 100 000 habitants. En Europe, c'est 12 pour 100 000 habitants. Un procureur français doit traiter 2000 affaires par an, quand en Europe, c'est 450. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qui est un écroulement de la justice. Et dans cet écroulement de la justice, faute de moyens, le deuxième élément qui est un peu en dessous, qu'on ne voit pas assez, c'est que la moitié du budget de la justice est consacré aux prisons, avec une explosion du nombre de gens en prison. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'on a des problèmes de
considération à l'égard des plaignants, mais on a un défaut de moyens pour la justice et on pense qu'on va régler tout en cherchant des coupables individuels et en mettant les gens en prison. Je crois vraiment qu'il y a besoin d'un reset sur la question de la justice. Emmanuel Macron a répondu un peu sur ce thème, Blanche Loridon. Le chef de l'État a dit ce n'est pas qu'une question de manque de moyens, c'est une question aussi d'organisation, de fermeté, de responsabilité. Autrement, le chef de l'État dit voilà, manque de moyens, c'est un petit peu ce qu'on dit à chaque fois, ce n'est pas le cœur forcément du problème. Vous êtes d'accord ? Alors, il y a 2 enquêtes des inspections générales de la justice et de la gendarmerie qui viennent d'être dépêchées, donc il faudra attendre de voir effectivement ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que quand on regarde le déroulement des faits, le suspect a été licencié de l'établissement du lycée de Lectoure dans lequel il travaillait dans le Gers pour comportement inapproprié avec une adolescente de 17 ans, puis une première plainte pour viol, une deuxième plainte pour viol qui, déposée en 2025, n'a à ce jour toujours pas été examinée. Enfin, là, effectivement, et le suspect surtout qui n'a toujours pas été entendu. Exactement. Cette plainte a été déposée en août 2025. Depuis une semaine, dysfonctionnement. Je suis désolée, je trouve que le mot dysfonctionnement, il relève un petit peu de l'euphémisme. Là, c'est plus que du dysfonctionnement. Là, déjà, c'est un drame humain absolument terrible et on est dans une forme de faillite, de défaillance immense de nos services. Il y a évidemment une infinité de paramètres qui doivent rentrer en jeu pour expliquer. Et je pense que la question des moyens, elle est clé. En France, c'est 77 € par an et par habitant pour le système judiciaire. C'est 85 € en moyenne dans l'Union européenne. C'est 136 € en Allemagne. Donc on voit bien, et on sait qu'il y a eu des états généraux de la justice qui ont été lancés et qui ont permis de réinjecter 11 milliards d'euros d'ici à 2027 dans le système, mais que ce n'est finalement qu'un rattrapage qui ne permettra même pas de se hisser aux moyennes confortables européennes. Donc il y a toute une quantité de choses à faire et j'espère que ce sera un sujet bien traité pendant la campagne présidentielle de l'année prochaine. Jean Quatremer, on a un peu l'impression que les violences sexuelles et notamment les violences sur mineurs sont un peu le parent pauvre de la justice. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est parce que la priorité a été donnée à d'autres luttes comme le narcotrafic ou le terrorisme, ce genre de dossier ? De toute façon, il y a une question d'abord de priorité, vous avez 1000 fois raison, le terrorisme, le narcotrafic, etc. Les violences sur enfants, manifestement pas. Pourtant, c'est une priorité médiatique depuis les années 90. Sensibilité peut-être de ceux qui recueillent les plaintes ou de la façon dont elles sont traitées. C'est peut-être plus personnel. D'abord, généralement, ceux qui recueillent les plaintes... On l'a vu à l'occasion de MeToo, notamment, pour les agressions sexuelles. C'est des instructions qu'on reçoit, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, la justice doivent être formées. Ça me rappelle une affaire qui n'a pas eu lieu en France, mais qui a eu lieu en Belgique, ça s'appelle l'affaire Dutroux, en 1996. Moi, quand je suis arrivé en Belgique, c'était en 1992, et partout, je trouvais des articles dans la presse, mais des petits entrefilés parlant d'enfants qui disparaissaient. Et je préparais un article sur le pays où les enfants disparaissent dans l'indifférence générale. Je suis quand même étonné, je dis la police ne se mobilisait pas, et éclate l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, c'était quoi ? Des policiers, à l'époque c'était les gendarmes, c'est la gendarmerie en général, qui ne s'intéressaient absolument pas aux plaintes, qui les mettaient dans un coin. Les juges n'en avaient rien à faire, les juges d'instruction n'instruisaient pas, et ça donnait une réaction de la société extrêmement impressionnante, où il y a eu ce qu'on appelait la marche blanche dans les rues de Bruxelles. Plus d'1 million de personnes. Les Belges ne manifestent quasiment jamais, en dehors pour défendre leurs avantages acquis. Mais et là, c'est une mobilisation. Et maintenant, ce sont des affaires qui sont traitées prioritairement, et ça marche, et ça fonctionne. Donc là, je crois qu'il faut une sorte de MeToo des enfants, comme l'a dit le porte-parole du ministère de la Justice. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque ou un défaut de formation des policiers ? C'est l'avis d'Éric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, qui avait disparu en région parisienne en 2003. Les policiers, quand je dis les policiers, c'est les enquêteurs ne sont pas formés à écouter la parole des enfants, de la recueillir dans de bonnes conditions, de se faire aider par des psychologues pour décrypter les paroles des enfants. Et on arrive après à des plaintes qui n'ont pas été instruites jusqu'au bout. Blanche Loridon, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question aussi de prise de conscience sociétale. Bien sûr, c'est infiniment plus vaste, on le disait, il y a tout un tas de paramètres qu'il faudra prendre en compte. Évidemment, la formation, alors il y a eu beaucoup de réactions, Édouard Philippe a parlé d'un principe de précaution à l'égard des violences faites aux enfants, c'est un peu ça, c'est l'idée aussi de croire un peu par défaut, et je pense que c'est toute une logique qui doit s'inverser et qui doit changer. L'opacité aussi parfois de la justice, compris pour les plaignants, c'est-à-dire que parfois c'est une boîte noire, il y a l'attente, on n'a pas de nouvelles forcément pendant des mois ou des mois. Absolument. Il y a peu de pédagogie, parfois, de la justice auprès aussi, des plaignants et des victimes. Compris du grand public, mais ça, c'est de manière infiniment plus vaste. C'est-à-dire, je crois qu'il y a, je n'ai plus exactement en tête le chiffre, mais de nos concitoyens qui ne savent pas faire la différence entre la justice civile, la justice pénale, la justice administrative. Enfin, c'est vrai qu'il y aurait aussi un intérêt à faire de la pédagogie de manière beaucoup plus globale sur notre système judiciaire, dans un pays où on sait que les taux de défiance à l'égard de la justice sont extrêmement hauts, beaucoup plus hauts qu'en Allemagne ou en Italie, par exemple. Un dessin de Pascal Gros.
Oui, les violences sur mineurs, ne pas confondre la justice impartiale et puis la justice aveugle, sourde et sans budget. Merci Pascal. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Justement, ce soir Marjorie, c'est un mystère qui tient le pays en haleine depuis près de 15 ans et que vous avez enfin résolu. J'aimerais bien, mais non. C'est une saga qui ne s'arrête pas. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Malgré l'horreur de la situation, l'homme suspecté d'avoir tué en 2011 sa femme et ses 4 enfants avant de les enterrer dans le jardin de leur maison passionne. Et surtout, il fait vendre journaux, documentaires, émissions. Dernière en date, M6 et son programme Appel à témoins. Une émission dans laquelle des personnes appellent en direct pour témoigner sur différents sujets. Mardi dernier, une spéciale consacrée au meurtrier présumé devait faire des révélations. Problème, la séquence a tourné au fiasco. Lors de cette émission, un homme appelle et se présente comme le père Marc. Il se dit curé et affirme qu'en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès s'est rendu dans son monastère dans l'Aude et lui a avoué avoir tué sa femme et ses enfants. L'homme affirme avoir eu l'autorisation de son supérieur, l'évêque de Carcassonne, pour rendre publique cette confession. On est d'accord, autour de ce plateau, ça paraît louche. Eh bien, même son de cloche chez les internautes. À quel moment un curé ne préviendrait pas la police, mais se dirait « Tiens, si j'appelais Julien Courbet ?» Jamais, a priori. Et pourtant, en plateau, à ce moment-là, on ne tique pas trop. Stupéfaction, en revanche, du côté de l'évêque de Carcassonne, qui n'a jamais entendu parler de ce père Marc. Il dénonce une fake news et un manque de rigueur de la part de M6. Il a d'ailleurs saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel. Bonjour donc le canular, aïe aïe aïe, la déontologie journalistique et la vérification. Mais qui est donc ce monsieur qui a appelé ? Un plaisantin ? Un mythomane ? C'est Xavier qui a fait le coup, plaisante cet internaute. D'autres pensent aussi savoir qui est ce père, un certain père Fouras, comme nous le montre ce TikToker. Plus sérieusement, du côté des équipes d'M6, évidemment, vous le comprenez, c'est la panique. La chaîne s'est excusée auprès de l'évêque de Carcassonne. Julien Courbet, lui, a fait un mea culpa et affirme « Le monsieur qui nous a appelés nous a peut-être un peu roulé dans la farine ». Une farine très très épaisse, visiblement, et avec plein de grumeaux. Sur X, l'animateur a quand même essayé de plaisanter. 3 ans de catéchisme, 2 ans de communion, 3 ans comme enfant de chœur, le tout pour me faire avoir comme un faux curé. Alors sur les réseaux, il y a ceux qui soutiennent l'animateur. Ce n'est quand même pas la faute de Julien Courbet s'il y a des déséquilibrés qui font des canulars et jouent avec les gens sur des sujets aussi graves. Et puis, il y a ceux pour qui c'est inacceptable. À une autre époque, Julien Courbet aurait été viré immédiatement de la télévision. C'est trop grave, cette émission sans aucune vérification ni travail d'enquête. Alors après l'émission, le plaisantin, je mets des guillemets, aurait avoué aux équipes son imposture. Quoi qu'il en soit, au final, rien n'a avancé. On ne sait toujours pas où est Xavier Dupont de Ligonnès, même si certains internautes ont un avis. Alors il se serait peut-être caché au milieu de la photo de l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde. Le voilà. Pour d'autres, il serait en fait au Mexique, à Veracruz. Allô l'Arcom ? Oui, je souhaiterais déposer une plainte pour harcèlement. S'amuse ce tweetos avec un dessin. Alors, de son côté, dans la réalité, l'Arcom a déjà réagi. Le président affirme qu'il va se pencher sur la séquence et que ça ne doit pas pouvoir se reproduire. Jean Quatremer, pour vous, c'est une erreur journalistique qui peut être compréhensible ou c'est le système d'enquête journalistique au final qu'il faut complètement revoir ? C'est gravissime ce qui s'est passé. Je suis désolé, c'est impardonnable. C'est plus du journalisme. Là, on est dans un show. Non, et c'était très grave qu'il n'y ait aucune conséquence pour Julien Courbet. Parce que là, il savait ce qu'il faisait. Dire, sur une affaire pareille, il aurait dû l'écarter immédiatement. Dire qu'on est dans le spectacle. Et le problème, c'est que ça rejaillit. Que Julien Courbet se plante, je m'en fiche, mais ça rejaillit sur nous. Déjà, la confiance à l'égard des journalistes, on parlait de la confiance dans la justice, de la confiance dans la police, mais nous, on est la profession la plus déconsidérée de France. Et Julien Courbet, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il nous a tous poignardés dans le dos. Donc je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter. Julien, fais autre chose, deviens danseuse au Crazy Horse, mais arrête de te prétendre journaliste. Tu n'es pas journaliste. Vous allez voir, en tout cas, un enquêteur, on en a un bon, un et un vrai. C'est notre ami Pascal Gros, bien sûr, vous l'avez retrouvé, vous ? Eh bien oui, parce qu'on a de nouvelles révélations exclusives sur Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai regardé sous le canapé, il n'y est pas. Merci Pascal, continuez de chercher. Alors mes amis, nous allons passer aux photos que vous avez choisies les uns et les autres pour illustrer un autre sujet de l'actualité de la semaine que vous vouliez aborder. On va commencer avec votre photo, Blanche Le Ridon. Il s'agit d'Emmanuel Macron.
au sommet de Choose France, c'est-à-dire choisissez la France en fait. Exactement, c'est lundi 1er juin, le président de la République ouvrait le 9e sommet Choose France. Vous savez, c'est une initiative qu'il avait créée donc, il y a 9 ans à Versailles pour attirer un certain nombre d'investisseurs étrangers. Pour moi, c'est la quintessence de la politique macroniste. Ça représente vraiment sa dynamique pro-business, ouvert aux capitaux étrangers. Et malgré le ciel quasiment sans nuages, Versailles et les montants, disons, roboratifs qu'il a annoncés, puisque 93 milliards d'euros d'investissements étrangers, la promesse de 15 000 emplois créés, eh bien, il y a quand même, pour moi, une image un peu de crépuscule, parce que c'est quand même le dernier Choose France, a priori, d'Emmanuel Macron. En dépit de ces montants-là, on sait que la réindustrialisation de la France n'est vraiment pas au rendez-vous. Et donc, il y a quand même un petit côté de fin de règne que je trouve intéressant dans cette image. Et Dieu seul sait, est-ce qu'il y aura en Choose France en 2027, 2028, 2029 On verra ce qu'on fera. Très ému. Merci. Son successeur. Merci Blanche Leridon. On va enchaîner avec votre photo. Jean Quatremer, il s'agit d'un meurtre en Angleterre, celui d'Henry Novak, et plus particulièrement de l'intervention de la police qui avait commencé à menotter la victime agonisante. Et donc, ces conditions déclenchent une vaste polémique politique au Royaume-Uni. Ce meurtre a eu lieu en décembre dernier. Donc, c'est un jeune homme qui a été poignardé par un sikh qui est autorisé, vous savez, en vertu de sa religion et de la tolérance de nos démocraties, à porter son couteau sur le côté. Donc, il l'a poignardé sans raison apparente. Et lorsque la police est intervenu, le sikh a accusé le jeune homme qui venait de poignarder de l'avoir insulté, proféré des insultes racistes. Et la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'interpeller l'assassin, a menotté le pauvre Henry Novak qui était en train de se vider de son sang, et il était là, je ne peux pas respirer, I can't breathe, comme l'avait fait l'homme tué par la police. Voilà, et donc à ce moment-là, et il est mort, abandonné par la police. Et pourquoi l'affaire ressurgit maintenant? C'est parce que son meurtrier vient d'être condamné à la prison à vie. Et surtout, la justice vient de diffuser les images de l'interpellation, parce qu'au début, mais moi quand j'avais vu ça, je ne l'ai pas cru. Je me dis, c'est pas possible qu'ils aient fait ça. Eh bien si, la police s'est comportée de cette façon-là. Et pourquoi elle s'est comportée de cette façon-là? Parce que là-bas, on a peur d'être accusé de racisme, et quand un Pakistanais, un Indien, un d'origine indienne, pakistanaise, etc., crie au racisme, on a tendance à le croire et à ne pas croire le blanc. Et donc l'extrême droite s'est emparée de cette affaire. C'est ce que dit l'extrême droite, effectivement, voilà. Tony Robinson, Nigel Farage. Exactement. Donc cette affaire, elle est terriblement choquante. Je vous dis encore une fois. Elle a des effets politiques effectivement considérables au Royaume-Uni. Considérables. Et on va finir avec votre photo, Catherine Tricot. Il s'agit d'un hommage à une immense artiste décédée cette semaine, Marjane Satrapi. Oui, sa famille nous dit qu'elle est décédée, qu'elle est morte de tristesse après, 1 an après la mort de son mari. Et je dois dire, je pense que comme nous tous, on a été très touchés par la mort de cette femme qui représentait à la fois l'humour, l'intelligence, vraiment une inventivité graphique exceptionnelle. Donc une artiste, et en même temps, elle a parlé à la fois de ce que c'est qu'être une enfant dans le régime des Mollahs, ce que c'est que d'être une exilée. Et donc, sa tristesse, son immense tristesse l'a emportée. Et nous, elle nous laisse avec la tristesse à laquelle nous pensons pour les femmes iraniennes, qu'elles soient en Iran ou qu'elles soient en exil. Cette tristesse. Et pour les Iraniens, pas que les Iraniennes, mais là, en l'occurrence, c'est à ça que je pense. Cette tristesse, nous la partageons avec toutes ces femmes, vous le disiez, avec l'ensemble des Iraniens, et notre ami Pascal Gros s'en fait l'écho avec son hommage. Oui, Marjane Satrapi s'échappe encore, femme, vie, liberté, et punk is not dead. Merci Pascal. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée de la semaine, la photographe et écrivaine franco-libanaise Manal Salameh, dans son premier roman que voici, Habibi Beyrouth, tout juste couronné du prix roman de France Télévisions. Vous racontez votre Liban, ce pays multiconfessionnel, déchiré, trop souvent meurtri par la guerre, un fléau qui lui a inculqué, dites-vous d'ailleurs, le syndrome du survivant. Il est question donc dans votre livre d'exil, mais aussi évidemment de retour, de quête, d'identité, une identité toujours complexe, évidemment, multiple. Et c'est un événement tragique, Manal Salameh, un de plus, qui a agi comme un déclic pour vous, pour écrire ce roman. C'est l'explosion du port de Beyrouth, on s'en souvient, au mois d'août 2020, plus de 200 morts, plus de 6000 blessés. À l'époque, vous viviez en France depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, et vous avez décidé de retourner au Liban. Pourquoi ?
Tout à fait. Ça a été un événement traumatisant pour beaucoup de Libanais, autant celles et ceux résidant au Liban que dans la diaspora. À l'époque, il y avait une annonce également qui avait été faite pour la première fois de l'histoire du Liban. Les Libanais de la diaspora pouvaient voter depuis l'étranger. Et il fallait pour cela avoir une pièce d'identité libanaise, chose que je n'avais plus. Comme vous le disiez à l'instant, je vivais depuis très longtemps en France. Et donc, j'y suis retournée pour cette démarche administrative. Ce qui est d'ailleurs le point de départ également Votre héroïne, de l'intrigue, absolument, tout à fait. Et je pense que cette pièce d'identité était, autant pour moi que pour Amal, une sorte de prétexte pour un retour aux sources, mais également une quête qui va au-delà de la démarche administrative. Et ça fait quoi quand on est loin de voir son pays comme ça, qui est meurtri? Est-ce que d'une certaine manière, on se sent un peu impuissant? Ah oui, oui, tout à fait. Vous parliez à l'instant du syndrome du survivant. C'est un syndrome qui nous frappe, en fait, qui fait qu'on sent une culpabilité de ne pas être sur les lieux du drame et d'avoir aussi survécu, ou en tout cas d'avoir échappé. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'était à la double explosion du port. Alors, votre héroïne, donc Amal, retourne au Liban 17 ans après. Oui. Et quel est le premier choc qu'elle a, le premier choc visuel, quelle est la première surprise qu'elle a en arrivant? Alors, ce n'est pas forcément un choc visuel. Alors là, en l'occurrence, oui, en sortant de l'aéroport, elle se rend compte que la route qui mène de l'aéroport au centre de Beyrouth a été rebaptisée et qu'elle porte le nom de l'imam Khomeini, donc avec une sensation d'être dépossédée d'une identité propre à son pays. L'ayatollah iranien. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, la route porte toujours ce nom. Et ça, c'est un premier choc visuel qui vient tout de suite effacer l'émotion des premiers instants, qui est celui de ces parfums, cette odeur même, parce que c'est une odeur qui est assez mélangée. Il y a aussi bien du beau avec l'odeur de la mer, mais il y a également cette odeur de kérosène. C'est un roman très olfactif. Absolument, oui, tout à fait. De toute façon, le Liban, Beyrouth en l'occurrence, c'est un espace qui est très sensoriel, hein, aussi bien visuellement que olfactivement. Olfactif et gustatif aussi, parce que vous comparez le Liban avec le falafel. Quel est le point commun? Alors oui, le falafel, c'était un peu oui, c'est cette scène où elle déguste ce falafel avec son père, qui la replonge aussi bien et qui la réconcilie en quelque sorte avec son pays. Alors évidemment, le Liban ne se résume pas à un beignet fumant, mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi chez nous qui est très fort et qui passe par le ventre. Et à travers, donc vous le disiez justement, cette avenue Khomeini, donc qui sort de l'aéroport. Au-delà, d'ailleurs, il y a plein d'autres scènes dans votre livre où on comprend que ce qui a changé aussi fondamentalement, c'est la prise en main du pays par le Hezbollah en grande partie. C'est cette empreinte-là aussi que décrit votre roman. Oui. Alors il y a une chose aussi à savoir, c'est que ce n'est pas forcément tout le Liban, mais une partie du Liban, qui est en l'occurrence le sud, et plus précisément le village d'où Amal vient, où avec les années, en effet, elle voit que les souvenirs qu'elle en a tissés ne ressemblent plus à la réalité à laquelle elle est confrontée. Et avec une partie de ce pays qui, alors, à juste titre ou pas, ça je n'apporte pas de réponse, ce n'est pas le but, parce qu'encore une fois, le Hezbollah se positionne quand même pour certains Libanais comme un axe de résistance. Néanmoins, en ce qui concerne Amal, et ce que j'ai voulu exprimer à travers sa voix, c'est cette troisième voix qu'aujourd'hui qui se fait de plus en plus entendre, je l'espère, et qui veut que on souhaite que les Libanais reprennent en main aussi le destin de leur pays, que le Liban redevienne souverain et qu'il y ait un projet qui est celui du Liban avant tout. Un Liban effectivement libre, indépendant, débarrassé notamment de l'emprise du Hezbollah qu'on voit notamment à travers ce roman. En tout cas, merci beaucoup Manal Salamé d'être venu partager justement ses souvenirs, ses goûts, ses odeurs et ce Liban. Il faut absolument lire Habibi Beyrouth, votre premier roman. Tout de suite un dessin de Pascal Gros. Oui, la tragédie du Liban, il y a une ombre qui nous suit partout où on va. Merci Pascal. Et c'est maintenant l'heure de retrouver qui ça? Notre ami David Castello-Lopez, bien sûr, en vrai sur le plateau. Le voici. Bienvenue à vous David. Chaque semaine, vous venez nous parler d'un objet ou un autre. Votre imagination est sans limite. Votre chronique, je le rappelle, s'appelle Le monde des choses. Le monde des choses, le monde des choses. Mais ça vous va très bien, ce petit canotier, David. Ce soir, sans chapeau, vous allez nous parler de cannelé. Oui.
Alors, le cannelé, c'est une pâtisserie qui n'a pas besoin de hurler pour exister. Une pâtisserie vertueuse au sens un peu chrétien du terme, qui excelle dans sa tâche gastronomique sans jamais la ramener. Dans un cannelé, il n'y a pas de crème pâtissière vulgaire, pas de couleurs vives, pas de glaçage tapageur, non, de la sobriété, de la monochromie et du bon goût. Et pourtant, quand on croque dedans, quel bonheur de sucre et de parfum, quelle cohabitation délicate quand ils sont bien faits entre la croustillance et le moelleux. Alors bien sûr, ça donne envie de savoir comment est-ce qu'on fabrique ces cannelés. Alors sincèrement, j'aurais pu rester à Paris pour vous le dire, c'est-à-dire l'information est publique et accessible, mais j'ai préféré aller à la source du cannelé à Bordeaux, dans une boutique spécialisée qui s'appelle Cassonade, qu'on voit ici, où j'ai été reçu par le patron qui s'appelle Damien Degrave, ingénieur des arts et métiers reconverti dans la pâtisserie, qui a eu la gentillesse de prendre 2 heures de son temps un dimanche, jour de fermeture de la boutique, pour m'expliquer comment on fait les cannelés. Alors déjà, vous le savez peut-être, il y a 3 tailles de cannelés. Il y a les mini, qu'on voit ici, les moyens, qui sont comme ça, et les cannelés, on pourrait dire canal historique, qui sont ceux-là. Et l'expérience n'est pas la même selon la taille du cannelé. Les petits sont beaucoup plus croustillants que les moyens, qui sont eux-mêmes beaucoup plus croustillants que les normaux. La pâte, en revanche, c'est la même quelle que soit la taille du cannelé, et c'est pas un trésor de complexité. En gros, c'est de la pâte à crêpes, voilà, tout à fait normal, qu'on voit ici. Alors pour faire cette pâte, il vous faut des œufs, en l'occurrence 80 œufs, parce que c'est pour faire 1500 mini cannelés, 500 grammes de beurre, un demi-litre d'huile, 17 litres de lait, quand même, ça c'est une belle quantité, 10 kilos de sucre, 5 kilos et demi de farine et surtout 5 litres de rhum à 58 degrés. Et vous placez tout ça, vous le voyez, on va le voir tout de suite, dans une sorte de Magimix géant, le beurre, puis le lait, puis le sucre, vous mélangez en chauffant un peu, puis un petit peu plus tard, vous ajoutez la farine, les œufs, puis plus tard encore, les fameux 5 litres de rhum. Ça vous fait votre pâte. Ensuite, on prend ce pistolet qu'on va voir lanceur de gras et on graisse les moules un à un. Ça, j'ai adoré voir ça. Regardez la précision, un petit jet dans chaque moule. Puis, on les remplit avec cet ustensile qu'on va voir maintenant, qui s'appelle un chinois. J'arrive pas à savoir si c'est raciste ou pas qu'on appelle ça un chinois. Probablement au moins un peu. En tout cas, regardez comme c'est beau à voir, ces remplissages individuels de chaque moule. On enfourne le tout à 240 degrés. Ça cuit environ 1 heure. Puis on les sort et on les démoule patiemment, 4 par 4. Alors vous avez vu que les moules de Damien, ils sont tout noirs, on va les voir là, alors que les moules à cannelé neufs que j'ai apportés ici, ils sont couleur cuivre. Eh bien ce noir qu'on voit sur les moules de Damien, c'est de la graisse accumulée, et c'est cette graisse accumulée qui permet à la cuisson de bien se faire, mais surtout permet au cannelé de se démouler facilement. Regardez comme ça se démoule bien avec ces moules-là. Alors j'ai voulu faire l'expérience, donc j'ai demandé à Damien pour de faire le test avec un cannelé, de faire un cannelé avec un moule tout neuf, et on va voir la difficulté qu'il a eu à le démouler. Je lui ai demandé de le faire. Bon, allez, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est mon enthousiasme. Ça ne se démoule pas. Vous voyez, donc. Oui, moi j'aime bien les expériences un petit peu scientifiques. Ça y est. Voilà, ça y est, mais par rapport à l'autre qui a fait juste comme ça, vous voyez, c'était beaucoup plus difficile. J'aime bien les trucs. On m'a entendu crier dans la vidéo. Bah oui, je suis un peu enthousiaste quand je fais les reportages pour vous. Alors il y a quelque chose de triste quand même, c'est que Damien m'a dit que lui-même, il en a tellement mangé dans sa vie des cannelés qu'il est arrivé à saturation. Il ne peut plus les supporter. Ça m'a fait un peu de peine pour lui. Moi, en revanche, je ne suis pas du tout arrivé à saturation, et je crois que c'est votre cas aussi autour de la table. Et je vous ai donc apporté la totalité des cannelés que Damien a cuit ce jour-là. Vous voyez, ils sont tous là. Il y en a 3 assiettes complètes. Il y en a, et voilà, selon votre préférence, on a les canal historiques, les petits et les moyens. Je comprends pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bordeaux. Bien sûr. On vous a
offert votre poids au cannelé. Oui, exactement, exactement. Merci beaucoup. Il y a un petit truc aussi, vous avez vu que il a mis beaucoup d'alcool dans les cannelés. Oui. Et bon, on pourrait se dire, tiens, c'est alcoolisé. Eh ben non, parce que l'alcool s'évapore pendant la cuisson. Donc on peut tout à fait le donner à des nourrissons, même il n'y aura pas d'ivresse du nourrisson. Voilà. Merci David, magnifique. On manquera pas. Enfin, je ne sais pas si on va peut-être se le garder pour nous quand même. Un dessin de Pascal Gros. Oui, ce week-end, c'est la finale de Roland-Garros. Alors, on souhaite tous, pourvu que ce ne soit pas le PSG qui gagne. Parce que Merci. Merci Pascal. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05, sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil forcément à votre chronique et à vos cannelés, David. Alors bien sûr, les cannelés, c'est délicieux, c'est succulent, vous avez raison. Et c'est délicieux, pourquoi ? Parce que comme le chantait Fernandel, et oui, c'est du gâteau. Tchuss. C'est du gâteau, c'est du gâteau. Faut ce qu'il faut pour devenir un homme. Dans ses chaussons, il trouvait ça aux pommes. Et je filais droit, sans faire le zigoto. Un soir de printemps, comme une bonne pâte, j'allais livrer 3 douzaines de petits fours chez une blonde qui ne fut pas ingrate, car je